En 1819, la célèbre monarque britannique, la reine Victoria, est née. Sa vie a été extrêmement bien documentée, mais celle de sa mère est moins connue. Vous pourriez penser qu'être la mère d'une reine signifiait une vie facile, mais pendant un certain temps, la reine Victoria méprisait sa mère et la famille royale encore plus. Alors pourquoi était-elle autant détestée? Pour le découvrir, revenons au début. Marie-Louise Victoria est née le 17 août 1786 dans la ville de Kolberg, en Haute-Franconie, à la limite nord de la région de Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Son père était Franz Frédéric Anton, duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Le duché de Saxe-Cobourg-Saalfeld était l'un des duchés saxons situés dans le sud et l'ouest de la Saxe, ainsi que dans certaines parties du nord de la Bavière. Ils étaient gouvernés par différents membres de la branche ernestine élargie de la maison de Wettin. Ce n'étaient que de petites puissances allemandes au XVIIe siècle, mais grâce à une série de mariages avantageux, la maison de Saxe-Cobourg-Saalfeld était en train de devenir un acteur plus important sur la scène européenne. La mère de Victoria était la comtesse Augusta de Reuss-Ebersdorf, qui venait d'une famille aristocratique allemande de rang moyen. Elle et Franz auraient 10 enfants, dont plusieurs atteindraient des positions éminentes en Europe, notamment leur fils Léopold, qui deviendrait en 1831 le premier roi de Belgique après l'indépendance du pays en 1830. La jeunesse de Victoria fut à la fois mouvementée sur la scène internationale, mais relativement calme sur le plan personnel. L'époque qu'elle vivait comptait parmi les plus marquantes de l'histoire de l'Europe, et avant qu'elle n'atteigne l'âge de 3 ans, la Révolution française éclata à l'Ouest. À cause de cela, ses premières années se déroulèrent dans l'ombre de guerres constantes, la France se défendant d'abord contre l'agression britannique et autrichienne, puis devenant elle-même l'agresseur lors des guerres révolutionnaires françaises. Au moment où Victoria fut assez âgée pour comprendre ce qui se passait, l'Allemagne était entraînée dans ces conflits. Pourtant, en tant que fille d'une famille aristocratique éminente, sa vie fut à peine affectée par les pénuries alimentaires quotidiennes et l'instabilité politique qui régna sur le continent. Au lieu de cela, elle reçut une éducation à domicile et fut préparée à un mariage politique. La manière dont ces mariages étaient arrangés pourrait vous surprendre. Victoria épousa Emich Karl, prince de Leiningen, le 21 décembre 1803 à Coburg. Emich Karl était l'héritier des terres des comtes de Leining et d'Habsburg-Hartenberg, qui se trouvaient alors à l'extrémité ouest de l'Allemagne, mais dont une grande partie fait aujourd'hui partie de l'est de la France. Victoria venait tout juste d'avoir 17 ans. Son nouveau mari, cependant, avait 40 ans et elle était sa deuxième épouse. De plus, sa première épouse décédée était la tante de Victoria, la comtesse Henrietta de Reuss-Ebersdorf. Comme vous le savez probablement, le mariage entre membres proches de la famille n'était pas rare en Europe à cette époque, et l'aristocratie épousait fréquemment des membres de sa parenté par alliance ou ses cousins. Le premier mariage de Victoria a duré 11 ans jusqu'à la mort du prince à l'été 1814. Il en est résulté 2 enfants, un garçon nommé Charles ou Karl comme son père, que Victoria a mis au monde en septembre 1804, et une fille nommée Féodora, née en décembre 1807. Ces 2 enfants allaient jouer un rôle relativement important dans la politique allemande et dans les affaires domestiques, mais ils sont éclipsés par le 3e enfant de Victoria, bien plus célèbre. Après la mort de son mari en 1814, Victoria devint la régente de son fils Karl, prince de Leiningen. Il n'avait que 9 ans lorsque son père est mort et il allait régner en tant que mineur pendant de nombreuses années. Cependant, son rôle de régente pour son fils serait interrompu avant qu'il n'atteigne sa majorité. C'était lié à des événements en Grande-Bretagne. En novembre 1817, la belle-sœur de Victoria, la princesse Charlotte de Grande-Bretagne, qui venait tout juste d'épouser le frère de Victoria, Léopold, est décédée des suites de complications lors de l'accouchement. Cela a créé un énorme problème en Grande-Bretagne, une crise de succession. Le roi George III et son épouse, la reine Charlotte, avaient 15 enfants, mais aucun petit enfant légitime autre que Charlotte n'était né pour assurer la lignée royale. En raison de cela, beaucoup des fils du roi se sont empressés de se marier, de procréer et d'assurer la lignée. L'un d'eux était le prince Édouard, duc de Kent.
Les négociations ont rapidement commencé et lui et Victoria se sont mariés à l'été 1818. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Légèrement plus jeune que son premier mari. Néanmoins, il avait tout de même 19 ans de plus qu'elle. Après leurs noces, Victoria, qui était désormais la duchesse Victoria de Kent, accompagna Édouard en Allemagne où ils vécurent très brièvement. Pourtant, lorsqu'elle tomba enceinte seulement quelques mois plus tard, ils décidèrent de se rendre en Grande-Bretagne, le pays où leur enfant pourrait un jour régner s'ils avaient trop de la chance. C'est là, au palais de Kensington à Londres, que la duchesse donna naissance à une fille le 24 mai 1819. Ils l'appelèrent Alexandrina Victoria. Ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque, mais son nom allait devenir synonyme de l'histoire de la Grande-Bretagne à l'apogée de son empire. Malheureusement, la jeune princesse Victoria ne serait élevée que par l'un de ses parents. Le 23 janvier 1820, seulement 8 mois après la naissance de Victoria, Édouard mourut d'une pneumonie. 6 jours plus tard, le vieux roi George III, qui avait régné pendant plus de 60 ans, mourut lui aussi. Il fut remplacé par son fils aîné, George, mais George IV avait près de 60 ans, tout comme ses frères. Cela rendait d'autant plus probable la possibilité que la jeune princesse Victoria, alors bébé, accède au trône à un jeune âge, mais en grandissant, une querelle amère allait éclater. Dès ses premiers jours, la duchesse était déterminée à garder un œil attentif sur sa fille. Par exemple, lorsqu'elle était bébé, elle la allaitait elle-même, au lieu d'engager une nourrice, comme c'était la pratique courante parmi la royauté à l'époque. Elle se méfiait également du Parlement britannique et de la famille royale élargie, car elle pensait que tous deux tenteraient d'intervenir dans l'éducation de sa fille, étant donné que celle-ci était destinée à succéder un jour au trône. De leur côté, le Parlement et la famille royale n'ont pas fait grand-chose pour dissiper ses doutes. Ils lui ont accordé une somme d'argent relativement modeste et elle a été contrainte de résider dans les appartements du palais de Kensington, qui étaient assez délabrés au début du XIXe siècle. Le refus du Parlement d'accorder un soutien financier plus important était dû à l'imprudence de ses beaux-frères, dont beaucoup avaient accumulé de grosses dettes de jeu au fil des ans et avaient dû être renfloués par le gouvernement à maintes reprises. Cependant, le problème le plus important, au fil des années, était une division amère au sein même de la gestion de sa maison. Cela est apparu à la suite d'une lutte pour le contrôle des affaires entre la baronne Lyssen, la gouvernante allemande très appréciée de la princesse Victoria, et Sir John Ponsonby Conroy, le contrôleur et secrétaire particulier de la duchesse. Tout cela était motivé par l'ambition de Conroy de devenir influent à la cour de la princesse lorsqu'elle serait reine. Pour faciliter cela, il exploitait les craintes de la duchesse
affirmant que la famille royale tenterait effectivement d'enlever sa fille si elle n'était pas étroitement surveillée. Le résultat de tout cela fut un plan appelé le système de Kensington. Le système impliquait un ensemble strict et élaboré de règles conçues pour rendre la princesse dépendante du couple lorsqu'elle deviendrait reine. Par exemple, la duchesse était extrêmement protectrice envers sa fille et toujours méfiante envers le reste de la famille royale. Elle permettait très rarement à sa fille de rencontrer ses proches, la gardant plutôt enfermée et isolée au palais de Kensington. La persuasion et les suggestions de Conroy lui ont permis de s'attirer les faveurs de la duchesse, mais la jeune princesse le détestait. Conroy était connu pour avoir harcelé et insulté la jeune Victoria et, avec sa mère, surveillait chacun de ses gestes, veillant à ce qu'elle ne dorme jamais seule, ne joue jamais avec d'autres filles et tienne toujours la main de quelqu'un lorsqu'elle montait ou descendait les escaliers. En fait, la princesse dormirait dans la même chambre que sa mère jusqu'à ses 18 ans. Elle affirmera plus tard que ses seuls amis proches, en grandissant, étaient sa demi-sœur Féodora, qui avait quitté l'Angleterre en 1828 alors qu'elle était encore une enfant, ainsi que les filles de Conroy, Victoire et Élisabeth. Alors, ce plan et ce contrôle exercé sur la princesse allaient-ils fonctionner? La réponse est non. Dans les années 1830, le système de Kensington avait suscité une réaction négative, et comme nous allons le voir, cela a conduit à ce que le couple soit fortement détesté. Les commères de la cour et même des hommes politiques de haut rang, comme le Premier ministre pendant une grande partie des années 1830, Lord Melbourne, craignaient que Conroy et la duchesse soient amants, et qu'ils prévoyaient d'épouser la mère de la future reine. Tout cela avait pris une importance encore plus grande dans les années 1830, car la princesse était de plus en plus proche de monter sur le trône. En 1830, son oncle, le roi George IV, est mort. Son frère Guillaume lui a succédé et est devenu le roi Guillaume IV. Cependant, lui non plus n'avait pas d'héritier, et comme les autres fils vivants de George III étaient des plus jeunes que le père de Victoria, Édouard, elle passait avant eux dans l'ordre de succession. Par conséquent, il devenait de plus en plus probable que Victoria succéderait à son oncle, et ce, dans un avenir proche. La position de Victoria comme héritière présomptive de William a créé d'autres difficultés dans les années 1830 en raison d'une décision prise par la duchesse et Conroy. De l'emmener dans une série de tournées royales, l'idée étant de permettre à la nation de mieux voir celle qui les gouvernerait un jour. Des mesures comme celle-ci ont suscité du ressentiment chez le roi William, mais il ne pouvait pas y faire grand-chose. En réponse à toute cette situation, le roi a prononcé un discours lors de son banquet d'anniversaire en août 1836 en présence de la duchesse et de la princesse Victoria, déclarant ce qui suit. « Je fais confiance à Dieu pour que ma vie soit épargnée encore 9 mois. J'aurai alors la satisfaction de laisser l'exercice de l'autorité royale à l'autorité personnelle de cette jeune femme, héritière présomptive de la couronne, et non pas entre les mains d'une personne actuellement près de moi qui est entourée de mauvais conseillers, et qui elle-même est incapable d'agir comme il convient dans la situation dans laquelle elle se trouverait. » À l'approche du 18e anniversaire de Victoria, la situation devint insupportable et Victoria n'adressait plus la parole à sa mère. Puis, le 20 juin 1837, le roi Guillaume mourut, quelques semaines seulement après le 18e anniversaire de Victoria. Guillaume est sans doute mort un peu plus serein, sachant qu'il avait vécu assez longtemps pour contrecarrer les ambitions de sa belle-sœur. La nouvelle reine Victoria allait régner sur la Grande-Bretagne pendant les 63 prochaines années. L'accession de Victoria au trône a irrémédiablement nui à sa relation avec sa mère. Sa mère avait été excessivement protectrice et l'avait isolée pendant toute son enfance et son adolescence. Il est frappant de constater que la duchesse n'a vu sa fille quitter la chambre de sa mère que lorsqu'elle est devenue reine et qu'elle est partie pour le château de Windsor. La querelle s'est aggravée après que Victoria a refusé de nommer Conroy comme son secrétaire particulier. La duchesse avait continué à soutenir les manigances de Conroy et, en conséquence, la reine Victoria devint méfiante envers sa mère et détesta Conroy, son système, ainsi que la volonté permanente de sa mère d'y adhérer. Un autre signe de froideur entre la reine et sa mère fut évident lors de son couronnement le 28 juin 1838, un an après son accession au trône.
À cette occasion, la jeune Victoria embrassa sa tante, la reine Adélaïde, la veuve du roi Guillaume IV, mais, fait remarquable, elle se contenta de serrer la main de sa mère, montrant ainsi publiquement la rupture entre la mère et la fille. Les choses ne s'améliorèrent qu'après le mariage de la reine Victoria avec le neveu de sa mère, le prince Albert de Saxe-Cobourg, le 10 février 1840. Ce mariage offrit à la jeune reine une occasion utile d'éliminer les dernières traces d'influence de Sir John Conroy, et ainsi, il n'eut plus aucun pouvoir sur les affaires de la cour. Avec ce lien rompu et grâce à l'aide du prince Albert, les relations entre les deux s'améliorèrent à partir de 1840. Les dernières années de la duchesse se passèrent de manière relativement harmonieuse à la cour, où elle devint avec bonheur la grand-mère des nombreux enfants de Victoria et Albert. Elle fut l'une des premières à remarquer que l'un des nouveau-nés, le prince Léopold, souffrait d'une maladie non diagnostiquée. Il s'agissait en fait de l'hémophilie qui allait affecter la famille royale pendant des décennies et se répandre parmi les lignées royales d'Europe à travers les nombreux mariages des petits-enfants de la duchesse. La duchesse de Kent, Victoria, est décédée d'un cancer à Frogmore House à Windsor, le 16 mars 1861. Elle a été brièvement inhumée à la chapelle Saint-Georges avant d'être enterrée au mausolée royal de Windsor. Sa mort causa une grande détresse à la reine Victoria, qui lut les papiers de sa mère dans les semaines suivantes. Elle réalisa soudain que, malgré l'éducation particulière reçue, sa mère l'avait profondément aimée et avait toujours agi selon ce qu'elle pensait être le mieux pour sa fille. Moins d'un an plus tard, son mari, Albert, est décédé. Par la suite, la reine devint excessivement attachée à sa plus jeune enfant, Béatrice, qu'elle éleva pour qu'elle reste dans sa propre maison. C'était un cas particulier d'une fille imitant sa mère. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld ou la duchesse de Kent. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. C'est tout pour moi, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.